Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 69 d'Akibapla Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi intime qu'universel, la ménopause et la sexualité. Une étape de vie qui touche toutes les femmes, mais qui reste encore entourée de tabous, de peurs et parfois de beaucoup de silence. La ménopause entraîne des changements hormonaux, corporels, mais aussi émotionnels, qui peuvent avoir un impact direct sur le désir, le plaisir et la relation à soi-même comme à l'autre. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, sexothérapeute à Carcassonne, avec qui nous allons aborder sans détour les questions que beaucoup de femmes se posent à cette étape de leur vie. Bonjour Sophie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va toutes nous concerner un jour ou l'autre, la ménopause. Alors avec Sophie, on se connaît bien puisque nous avons animé plusieurs fois des ateliers sur la thématique justement de la ménopause et on a également préparé ensemble un hors-série sexo cet été. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait parce que vraiment c'est pépite tous ces épisodes. Alors Sophie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'animer des ateliers sur le sujet de la ménopause ? Bonjour Audrey, merci de m'inviter sur ton podcast. Alors oui, la ménopause, déjà c'est une période naturelle, donc c'est tout naturellement que la question de la sexualité a trouvé sa place dans les accompagnements que j'ai dans mon cabinet. Et puis être sexothérapeute, c'est aborder tous les aspects de la sexualité à tous les âges, la ménopause n'y fait pas défaut. Et donc bien sûr j'avais des femmes qui se présentaient à moi, des couples aussi qui venaient pour parler de leurs difficultés. Et le cabinet permet d'en parler frontalement. Individuellement, en tout cas de pouvoir se confier sur des problématiques en lien avec ça. Mais l'effet de groupe, et c'est un peu ce qui nous a réunis et ce qui nous a permis de créer ces ateliers à toutes les deux, c'est que en fait, le groupe, il a une force, il permet d'écouter des témoignages, de éventuellement entendre aussi des solutions, des subterfuges que certaines ont pu avoir, ont pu tester. Ça véhicule tout un tas d'émotions, ces ateliers-là. Et donc, le groupe a la capacité d'aller chercher là où on n'attendait pas, là où on ne soupçonnait pas. Et donc, l'idée de ces ateliers sur la ménopause est venue un peu de ça. Et puis, pour compléter la réponse à la question que tu me poses, c'est aussi la rencontre, c'est aussi nous deux, c'est une histoire de cœur, au-delà de la question de la ménopause. Et c'est vous accompagner les femmes en périménopause de façon complémentaire et pluridisciplinaire. Et c'est vrai que selon les groupes en plus qu'on a accompagnés, il y avait vraiment des choses très différentes qui sortaient aussi. Donc ça, c'est assez enrichissant, je trouve. Et puis là où elles vont te parler facilement de naturopathie, elles vont peut-être plus facilement aborder l'intime que si elles étaient venues en première intention de te voir par exemple juste en naturopathie, ou moi, inversement, venue me voir juste en sexo. Notre approche et notre connaissance aussi nous permet d'adresser nos patientes l'une à l'autre pour qu'elles puissent avoir un suivi qui soit le plus performant possible. En tout cas, qu'elles en aient des réponses et qu'elles se sentent mieux. Alors Sophie, pour celles qui ne te connaissent pas, celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu es sexothérapeute et tu exerces en cabinet à Carcassonne. Mais avant ça, on a un point commun puisqu'on était toutes les deux chefs de projet. Alors comment on passe de chef de projet à sexothérapeute ? Est-ce qu'il y a un déclic à un moment ou pas du tout ? Encore plus fort que ça. Avant ça, j'étais même prof d'histoire, géographie et géopolitique pendant plusieurs années. Donc plusieurs métiers, plusieurs vies. Je crois pas que je sois passée de l'un à l'autre, mais j'ai plutôt la sensation en fait d'avoir cheminé, d'avoir vraiment avancé dans un chemin, d'être passée par différentes étapes pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Bon, après, pour le métier de sexothérapeute, il était déjà un peu inscrit en moi. Quand j'étais adolescente, je mettais sur les fiches d'orientation au lycée que je voulais être sexologue. Je me documentais beaucoup, c'était
Un sujet très intéressant. Mais bon, faut relativiser les choses. Là, je suis d'une génération, alors, je suis pas une vieille dame non plus, mais voilà, je suis d'une génération où c'était pas un métier qui était très courant, qui se racontait beaucoup. Et je suis partie dans une autre direction. Mais ça a toujours été des métiers, que ça soit chargé de projet, que ça soit prof d'histoire, toujours l'écoute, l'accompagnement. Alors, c'était pas des publics, les mêmes publics, hein, on s'adresse pas de la même façon à un élu local et à des élèves. Mais par contre, à chaque fois, toujours cette idée du projet, de la recherche, hein, de l'écoute, hein, de l'accompagnement. Toujours des métiers passion, toujours de la joie, toujours voilà, un vrai du sens en fait dans les métiers que j'ai pu exercer. Et puis aujourd'hui, c'est un lieu plus intime. Le cabinet, il invite à plus de frontal, d'individualité. Mais je souligne le courage de tous ces gens qui viennent me voir et qui osent franchir la porte du cabinet, parce que c'est pas toujours évident de venir de se raconter à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc non, il n'y a pas de déclic. Pour aller au bout de la question, il n'y a pas de déclic. Je crois vraiment que c'est un alignement, c'est une prise de pouvoir. Répondre à une aspiration en fait. Aller vers quelque chose qui m'appelait depuis longtemps et que je n'avais pas osé faire. Et ça m'a amené jusqu'à Carcassonne, voilà, pour oser y aller. Et est-ce que, selon toi, il y a quelque chose qui t'a permis d'oser? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à la reconversion, etc. Et il n'y a pas forcément tout le monde qui ose faire ce pas-là. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a permis d'oser? Bon, je m'étais formée pendant plusieurs années, hein. Donc déjà, je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais franchir le cap. Après, la question, ça a été à quel moment? Et là... je sais pas, après on croit en ce qu'on veut, hein, mais le hasard, la destinée, je sais pas. Mais en tout cas, un jour j'ai croisé la route d'une personne qui se trouve être aujourd'hui ma voisine de palier au cabinet et qui m'a dit, si tu veux, écoute, je te laisse le cabinet 2 jours par semaine pour tester ton activité, voir si ça va fonctionner. Et j'ai eu très peur. J'ai dit, on fait quoi? On saute pas? Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu risques de toute façon? Vas-y, fais-le. Et j'ai eu raison. Oui, tu as raison, puisque aujourd'hui, ça fait 2 ans que tu es installée. C'est ça va être la 3e année. Là. Alors, on va parler de ménopause. Petit rappel pour les personnes qui nous écoutent, la ménopause, c'est le moment dans la vie d'une femme où les règles s'arrêtent définitivement. Donc en moyenne, ça se passe entre 45 et 55 ans, mais ça peut arriver plus tôt ou plus tard selon les personnes. Sophie, est-ce que tu peux nous dire ce que ressentent les femmes qui sont en périménopause et qui viennent te voir en cabinet? Alors j'ai plusieurs profils de personnes. J'ai des personnes qui ont eu leur ménopause très tôt, à la suite de difficultés corporelles, maladies, etc. Et après, j'ai des femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont eu une ménopause classique entre 45 et 55 ans et qui rencontrent des difficultés type sécheresse vaginale, irritation vulvaire, etc. Alors, généralement, les gens, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils sont en souffrance. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent me raconter leurs vacances, mais c'est pas ça qu'ils viennent faire dans mon cabinet. Ils sont plutôt là pour obtenir des réponses. Je leur dis à chaque fois, je suis pas magicienne. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'eux. Mais malgré tout, pour cette période-là, la périménopause et la ménopause, puisqu'après, les symptômes, on va dire... il y a certains symptômes qui peuvent perdurer même une fois que la ménopause est installée, c'est-à-dire 1 an après l'arrêt des règles. Ils viennent aussi chercher du pratico-pratique. Elles viennent chercher du pratico-pratique, des réponses à leurs questions. Et ça correspond pas toujours à ce qu'elles s'imaginaient avant d'arriver, mais la surprise et l'aventure est belle à vivre, je trouve. C'est souvent des femmes qui arrivent après plusieurs rendez-vous chez le généraliste, qui savent pas très bien quoi faire, qui sont un peu à bout. Au-delà on va dire, des premiers... des difficultés classiques que j'ai évoquées tout à l'heure, la sécheresse vaginale et des démangeaisons. Ça, c'est des signes évidents, ça se voit, ça se ressent. Et après, il y a tout le package tout autour qui peut avoir un impact sur leur vie sexuelle et leur vie de couple si elles sont en couple. Ça va être toutes les insomnies qui vont alimenter toute la fatigue en journée, les sueurs nocturnes. Et là, je pense notamment à l'image que ça peut donner de soi quand on est pas très à l'aise. Quand on a transpiré toute la nuit, on se sent pas très bien. Je pense notamment à la graisse abdominale, des choses comme ça. Oui, l'image du corps peut en prendre un coup. On peut se sentir un peu lourde, pas très à l'aise.
la sensation d'être moins glamour, moins désirable face à un partenaire ou une partenaire. Après, on va quand même replacer l'église au centre du village, hein. Là, c'est un tableau catastrophiste, hein. Toutes les femmes, heureusement, n'ont pas une multitude de symptômes. Il y en a qui vont en avoir, il y en a qui n'auront rien du tout et qui vont être très jalousées, il faut le dire quand même, par beaucoup de femmes. Et en fait, il n'y a pas une femme qui ressemble à une autre dans ce qu'elle va ressentir au moment de la ménopause ou de la périménopause, tant dans les symptômes que dans l'image qu'elle va avoir d'elle-même. Donc, tant mieux que toutes les femmes soient différentes, tant mieux qu'il n'y ait pas un profil type. J'imagine que ça serait plus simple pour régler le problème. Mais la diversité, c'est ça qui est chouette aussi. Donc, bon, c'est pas grave. Il suffit de prendre le temps, d'évaluer, de comprendre, de voir où se trouvent les blessures, les failles, d'essayer de trouver des solutions, des fois techniques. Et là, Audrey, souvent tu as de petites astuces et des conseils très concrets pour essayer de dépasser des difficultés physiques. Enfin, voilà, t'as du concret, toi, dans ta trousse à outils, on va dire. Et moi, on va travailler un peu plus le mental. Et après, ce que je trouve chouette, je sais pas, tu vas me dire un peu ce que t'en penses, mais je suis passée à la librairie l'autre jour et j'ai constaté avec joie que le rayon ménopause s'était très très grandement élargi. Alors il y a 1 an et demi, quand on a commencé à y travailler dessus, il y avait quoi, 2-3 références. Aujourd'hui, le rayon, il est hyper rempli. Donc ça me laisse de l'espoir en fait, de me dire que c'est plus un bruit de couloir, c'est un sujet simple, un sujet qui est discuté, pour lequel on a des solutions, en tout cas des idées. Et j'espère que les femmes d'aujourd'hui et les femmes de demain n'auront plus à chercher à faire des pieds et des mains pour espérer obtenir quelques réponses à leurs questions, mais que ça deviendra la normalité en fait. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, que quand on a commencé à préparer ces ateliers, il y a 2 ans, en fait, on en parlait très peu. Et depuis 2 ans, moi, j'ai vu que, par exemple, il y a 2-3 podcasts qui sont sortis là-dessus. Il y a le podcast Mesdames, le podcast Chaud dedans. Il y a beaucoup de livres qui sortent. Il y a Linda Hardy, aussi ancienne Miss France, qui en a parlé. Donc c'est vrai que voilà, il y a des reportages ou des documentaires sur Arte. Enfin, il y a énormément de ressources aujourd'hui qui parlent de la ménopause. Et comme tu dis, en fait, c'est vraiment tant mieux parce que ça permet de libérer la parole et c'est ce qu'on voulait faire aussi avec les ateliers. Et en même temps, de voir que en fait, c'est une phase normale et qu'on peut en parler, on peut en discuter et qu'il y a des choses à faire pour améliorer. Et puis que ça soit pas une honte, hein, parce que quand on fait des ateliers, c'est parfois ce qui ressort, hein. C'est véhiculé comme... Enfin, il y a une image, là, même quelque chose un peu issu de l'éducation, en fait. On n'en parle pas, on passe dans la catégorie 3e, voire 4e âge dès lors que la ménopause arrive. Pas du tout. Donc, voilà, il faut un petit peu d'espoir, de joie. En tout cas, la librairie, le rayon de la librairie, enfin, moi, m'a donné le sourire, et puis m'a fait penser qu'on était dans la bonne direction, déjà toutes les deux, et puis toutes les femmes qui sont dans cette période-là, et toutes celles qui vont venir. Est-ce que tu as constaté dans ton cabinet, dans ta pratique, s'il y avait des mythes ou des croyances qui existaient lorsqu'on parlait de sexualité après 50 ans, globalement? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent comme ça dans ton cabinet? Je pense que c'est sociétal en fait, c'est plus que dans le cabinet, ça va bien au-delà de ça. Alors là où on n'envisage plus aujourd'hui de ne pas aborder la sexualité avec nos enfants, aujourd'hui c'est tout à fait normal d'aborder l'image de soi, du corps avec les enfants, d'aborder tout le package, le consentement, l'anatomie, etc. En fait on envisage difficilement de parler de sexualité avec nos parents, par exemple. Voilà, tout au long de la vie, on n'en parle pas avec eux. Et inversement, nos parents, alors je généralise, hein, mais beaucoup de parents, en tout cas, vont pas forcément aborder leur sexualité avec leurs enfants. Et alors, en prenant de l'âge, on va dire que ça... Je pose un jugement, mais ça s'aggrave. Clairement. Et pourtant, ils continuent de vivre, de ressentir, d'aimer. La vie s'arrête pas parce que on a 50, 60, 70, 80, 90 ans. Pas du tout. Alors, il y en a qui vont parler de pudeur. On ne parle pas de sexualité avec ses enfants par pudeur. D'autres vont aborder la honte. C'est honteux d'aborder la sexualité, d'imaginer qu'on puisse, à un certain âge, continuer à avoir une sexualité, continuer à se masturber aussi, par exemple. Pour certains, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Et puis, ça se creuse avec l'âge. Hein, voilà. Pourquoi nier en fait que c'est des personnes qui sont sexuées? C'est pas parce qu'on
on prend de l'âge, qu'on doit arrêter sa sexualité, si on a envie d'en avoir une, bien entendu. Mais pourquoi l'âge est un frein, en fait, à cette sexualité-là? Alors, on est dans une société qui est hyper sexualisée pour tout. Nous vendre un pot de glace, il faut lécher le bord du pot à grands coups de langue. Des services, voilà, c'est des corps dénudés sur des plages. Mais en fait, on voit assez peu des personnes d'un certain âge qui vont faire ce type de publicité. Voilà, les personnes aux cheveux gris, on les voit assez peu pour nous vendre ce type de produits, de services. Pourquoi? Alors qu'ils représentent une part très importante et de plus en plus importante de la société. Et en plus, avec l'allongement de la durée de vie, voilà, il y a quelque chose je pense presque une invisibilisation de cette partie-là de la population. Alors que elle prend sa retraite à 60... attends, j'ai plus les chiffres. 70 ans bientôt. Ouais, bientôt. Je pense que quand on sera, nous, à l'âge de la retraite, on parlera plus de retraite, on parlera de fin de vie, tellement qu'on n'en aura pas. Mais aujourd'hui, allez, on va dire 62, 64 ans, il en reste des choses à vivre et des expériences à vivre à partir de là. Donc voilà, et la sexualité ne disparaît pas pour autant. Donc on peut imaginer aussi qu'ils puissent avoir une sexualité. Pourtant, c'est non, surtout, on ne veut pas le voir. Ils ont le droit de vivre, de revendiquer leur sexualité. Alors, juste pour donner un petit exemple, là, je mène des ateliers avec le département, dans le cadre de l'espace senior et de l'appel à projet du département. C'est des personnes qui ont plus de 60 ans. Alors, le panel est large, ça va de 60 à 90 ans. On va dire que ceux qui ont 60 ans, très actifs, les personnes de 90 ans, très actives aussi, mais on voit qu'il y a, en termes de mobilité et d'efforts physiques, on voit que c'est quand même des personnes qui sont différentes. Elles viennent dans ces ateliers-là, on parle de sexualité, on parle de corps, on parle de la relation à l'autre, de la séduction, du désir. C'est pas frontal, c'est pas, dès le premier jour, on s'est pas dit allez, parlez-moi de votre sexualité, on y est allé en douceur. Mais en fait, ces personnes-là, elles se disent courageuses. On a abordé ça en fin de séance. Elles se disent courageuses parce que elles osent pas parler du fait qu'elles viennent à ces ateliers-là. Alors, elles vont aborder le fait qu'elles vont aux ateliers yoga, aux ateliers sophrologie, les ateliers informatiques, ça, il n'y a pas de souci, elles vont en parler. Par contre, venir aux ateliers sexo des seniors, ça, elles le disent pas, parce qu'elles se sentent pas à l'aise avec cette idée d'en parler. Voilà. Donc... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu de générationnel aussi? C'est-à-dire que les personnes qui ont 60, 70, 80 ans aujourd'hui l'abordent peut-être un peu moins parce qu'il n'y a pas eu cette facilité d'en parler lorsqu'elles étaient plus jeunes peut-être? C'est une bonne question. En fait, je l'ai posée directement aux participants. Et il y en a qui avaient eu une éducation sexuelle, qui avaient parlé avec leurs parents, qui ne connaissaient pas la sexualité des leurs. Donc là, il y a ce que je disais tout à l'heure, on parle facilement. Encore une fois, leur génération, l'éducation sexuelle, c'était pas la même que la nôtre. Mais pour ceux qui avaient eu une information sexuelle, ils n'avaient pas de soucis, en fait, aujourd'hui, à aborder la sexualité, à se sentir à l'aise pour répondre aux questions que je pouvais leur poser ou pour rentrer dans les activités. Et il y avait ceux qui, au contraire, n'avaient jamais eu d'éducation sexuelle, qui avaient dû tout apprendre par eux-mêmes. Et là, effectivement, oui, là, je rejoins cette idée que c'est générationnel et que c'est pas évident quand t'as pas les codes, quand on t'a pas appris, quand on t'a pas dit, et que tu te fais sur le tas, on va dire. Possiblement tu grandis avec ça, avec ce petit décalage. En tout cas, c'est l'idée que peut-être c'est pas si naturel que ça, en fait, d'en parler. Donc pour revenir à ta question, du coup, pour boucler la boucle, l'idée des mythes, je pense que les mythes, en fait, c'est le mythe de la société. On l'a tous créé, ce mythe-là de la sexualité à partir d'un certain âge. Je crois on l'a tous créé, cette image-là. Par contre, les croyances dont tu parlais, est-ce qu'il y a des croyances qui existent? Ça, c'est chacun, c'est individuel. Quelles sont les croyances que chacun a sur la sexualité? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'on ne la vit pas? Ça, moi, je laisse chacun face à ça, face à cette réponse. Mais c'est vrai que, par exemple, dans des films, dans des séries, etc., ou autres, en fait, ce que tu disais, c'est qu'on ne voit pas, en fait, souvent, déjà de personnes âgées, forcément, de choses comme ça, dans les séries, à la télé ou sur les réseaux.
mais en plus de ça, de personnes âgées, on va dire, qui sont, qui font des actes d'amour, qui sont dans des relations sexuelles, etc. Ça, c'est vrai que ça reste très caché, très tabou. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Oui. Ouais. Après, c'est dommage, hein, parce que du coup, quand on regarde des films, ça s'adresse à une certaine tranche d'âge. Comment, quand on a 60, 70, 80, 90 ans, comment on s'identifie dans un film romantique, par exemple? Et que dans le film, c'est des ados ou des trentenaires. Enfin, je sais pas, hein, moi, j'y suis pas encore, donc je parle que pour moi, mais je me dis, moi, j'aimerais bien voir des films où je peux m'identifier. Ou... Bon, il y en a qui existent des films... mais il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je sais pas, peut-être que toi, tu as des canaux de diffusion de films qui permettent de recoller à ça. Moi, j'en vois très peu. Il y a une partie de la population qui ne bénéficie pas des mêmes largesses cinématographiques qu'on peut avoir nous. Et du coup, de cet imaginaire, de cultiver cet imaginaire. Le cinéma, il a ce côté-là un peu de faire rêver. On se projette dans des personnages, on a envie de vivre un peu leur vie, le coup de foudre, voilà. Enfin, moi, c'est très cucu, hein, mais il y en a qui adorent, hein, je juge personne. Mais ce truc, l'amour qui se cherche, ben oui, mais j'ai des gens là qui participent aux ateliers, ils ont 80 ans, mais ils en ont envie, ils ont envie de la rencontre, ils ont envie des émois, des papillons dans le ventre, hein, de partager. Alors, c'est pas la même chose, ils n'ont pas forcément envie de vivre ensemble ou de créer une famille. Ils ont envie de passer des bons moments, ils ont envie de s'éclater, de sortir, de rire, d'aller manger au resto. Mais au final, on vit les mêmes choses. On les vit différemment, mais il y a cet élan de l'amour, de la rencontre, de passer du temps, de partager. Ouais, j'ai l'impression que le cinéma, c'est pas trop saisi de ces personnes-là qui sont aussi importantes que les jeunes. Donc ce que tu dis là finalement, c'est que en fait, il n'y a pas d'âge vraiment pour où on se dit ça y est, j'ai 50 ans, ma sexualité c'est fini, etc. Non, dans ce que tu rencontres dans les ateliers, dans les accompagnements, en fait les personnes en vieillissant continuent d'avoir envie de rencontrer des personnes, de faire des choses, d'avoir des relations sexuelles, etc. Ben ouais. Alors après, avoir des relations sexuelles, je sais pas si c'est le motif premier de la rencontre. C'est pas, je suis pas persuadée que ça soit le corps en premier qui parle. Ou alors si c'est le corps, c'est plus dans le sens la tendresse. Parfois, il y en a qui disent juste se tenir la main, être côte à côte, avoir un geste tendre, un câlin, un baiser. Des fois, c'est largement suffisant. C'est juste ce qui est attendu. Se sentir attendu, se sentir regardé, écouté. Peut-être même désiré, mais désiré peut-être différemment de ce que nous, on peut l'imaginer avec nos yeux de trentenaire. Voilà. La sexualité, elle évolue tout au long de la vie. Hein. Ça, je trahis pas un secret international. Hein. On n'a pas la même sexualité à 20 ans et à 85 ou 90 ans. Oui, le corps change, les capacités changent. Oui, on a des érections moins puissantes, c'est certain, pour ceux qui en ont encore à 90 ans. Et les femmes, oui, la ménopause fait qu'il y a aussi des choses qui changent. Donc, et puis bon, voilà, il y a des phases. Même si la sexualité est optimale, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont tout à fait, et de femmes qui sont tout à fait en capacité d'avoir des relations sexuelles, il y en a qui n'ont pas du tout envie de ça. Ils ont envie juste de proximité. Ouais, puis souvent, vraiment, ce que je rencontre, c'est j'ai juste envie de passer du temps, aller au resto, voilà, partager. Pour eux, c'est ça. Et je me souviens dans les ateliers qu'on a animés, qu'il y avait quand même cette question qui revenait, pour revenir un peu à la ménopause en tant que telle, entre le fait de ne plus avoir ses règles, donc de ne plus être capable de procréer, et justement la sexualité qui pouvait être impactée par cette image-là de la femme, en fait, n'est plus capable de procréer, donc la sexualité ne sert plus à rien. Je ne sais pas si tu te souviens un peu de... On a déjà eu des témoignages un peu comme ça. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Il y en a qui sont dans des phases de deuil à cette période-là. C'est... Qui, du coup, frontalement, perçoivent cette période-là comme une déchéance. Une fin... Enfin, en tout cas, c'est la fin de quelque chose. Ça, c'est indéniable. Hein. Il y a un deuil à faire à ce moment-là, le deuil de la fertilité. Après, ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. Mais c'est évident. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui passent par ce cap-là. Et encore plus quand il y a des symptômes qui s'y associent,
la prise de poids, je pense notamment, ou tout le package de sueur nocturne, insomnie, bouffée de chaleur, qui du coup font percevoir le corps comme qui se délite, on perd le contrôle de ce corps-là. Ben oui, il y a des passages où effectivement il faut l'accepter. Il y a des solutions qui existent, hein, c'est pas une fin en soi, mais il faut l'accepter. Et alors quand on regarde les magazines, je sais pas si tu regardes des fois les magazines, non pas du tout. Donc là elle a fait non de la tête, voilà. Donc non pas du tout. Moi ça m'arrive des fois de passer à la maison de la presse pour voir un peu ce qu'il y a. Et alors, c'est un peu catastrophique en fait. Ça encourage pas du tout les femmes à avoir une vision légère de cette période-là. Quand on voit retrouver votre jeunesse, en gros titre, où y en avait un, c'était programme de 3 mois pour ne plus faire votre âge. Ok, moi ça me choque en fait ça. Ça me choque. En fait, si, il faut faire son âge. Enfin, clairement, il faut l'assumer cet âge-là. C'est le reflet de l'expérience, c'est le reflet de toute une vie. Donc oui, pas faire son âge, essayer de reculer, de ne pas faire avancer trop vite le temps qui passe pour essayer de prolonger une jeunesse. C'est illusoire, déjà. Et puis, à quoi ça sert? Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ça me fait penser à justement toutes les crèmes aussi. On va passer des crèmes anti-âge, machin. Voilà, c'est aussi ce culte-là du jeunisme, en fait. C'est la société qui veut ça aussi. C'est-à-dire de faire jeune, de toujours être jeune surtout quand on est une femme, j'ai l'impression d'être désirable, etc. Parce que je pense que quand on est un homme, on n'a pas tout à fait ce même rapport à la vieillesse, au vieillissement. Pas du tout. Il suffit de regarder Brad Pitt, George Clooney. On dit toujours, oh là là, mais un homme, c'est tellement beau quand ça vieillit. Les cheveux un peu grisonnants sur les tempes. Oui, une femme, c'est tout pareil en fait. Ma coiffeuse m'avait dit un jour quelque chose que j'ai trouvé trop beau. Elle voyait des cheveux blancs au milieu de ma touffe capillaire. Et elle appelait ça des points de lumière. Et je trouvais ça tellement beau. Mais oui, en fait, c'est des points de lumière. C'est pas des cheveux blancs, c'est pas le début de la vieillesse, c'est des points de lumière. La femme est encore plus belle parce qu'elle prend de l'âge, elle prend de l'expérience, elle assume davantage. Enfin, en tout cas, c'est le conseil que j'ai, quoi. C'est le moment de créer, assumer, tenter, développer. Je sais pas, les mots manquent, quoi. Ou de ralentir, de contempler. Enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de tout tester. Et donc justement, là, le conseil que tu donnes, et on va revenir après sur les conseils que tu pourrais donner à ces femmes-là, à toutes les femmes d'ailleurs qui vont traverser cette période de vie. Mais justement, souvent, 45, 50, 55 ans, si on a eu des enfants, c'est aussi le moment où les enfants peuvent partir en fait de la maison du foyer, et ça peut peut-être changer les relations qu'on a avec soi-même, avec la vision qu'on a de soi-même en tant que mère, et même avec son partenaire, puisqu'on se retrouve à deux au lieu d'être en famille. Est-ce que toi, tu retrouves ça chez les femmes que tu accompagnes? Oui, plus globalement chez les couples, hein, parce que là, pour le coup, c'est souvent le couple qui vient, qui se pose des questions, et assez rapidement, le ou la partenaire qui se trouve à côté va dire « Oui, mais enfin bon, elle est en pleine ménopause, voilà. En gros, voilà, je signe, c'est sa faute, c'est sa responsabilité, voilà, elle a des sautes d'humeur, alors non. Oui, il peut y avoir des perturbations, les hormones changent, il y a un arrêt hormonal, hein, donc forcément il y a beaucoup de choses qui changent, hein, c'est pas que le corps, c'est tout, c'est la perception. Et alors effectivement, il suffit que ça soit la période où les enfants quittent le nid, ce qu'on appelle le nid vide, pour que ça amplifie, on va dire, une période qui était déjà un peu fragile au niveau de la perception de soi. Et voilà, souvent les couples débarquent à ce moment-là pour parler de ça, parler de sexualité, puis parler de l'entente dans le couple. Et oui, quand les enfants s'en vont, ça laisse des temps libres. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on courait peut-être un peu partout, qu'on faisait plein de choses, qu'on était hyper actifs. Et c'est aussi le moment où peut-être des fois on se dit j'ai oublié de prendre soin de moi, j'ai oublié de m'écouter,
Et c'est conjoint parfois à cette période de la périménopause. Hein. C'est un moment où justement il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter, il faut se cajoler, se prendre dans les bras, voilà, se faire des petits bisous perso et être plein de gratitude pour ce qu'on vit, parce que déjà il n'y a pas le choix à ce moment-là, hein, c'est une période qui est tout à fait normale. Et se dire, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que je me laisse couler, je me mets sous la couette et puis j'attends que ça passe en pleurant et en étant très triste. C'est possible, hein. Peut-être qu'il y a des opportunités ailleurs aussi. Il faut ouvrir les yeux. Alors justement, pour terminer cet épisode sur la ménopause, quels conseils tu voudrais donner aux femmes qui traversent cette étape de vie et qui nous écoutent ? Et peut-être aux hommes aussi, pour mieux accompagner leur partenaire. Ça peut être intéressant. Et aux femmes aussi, parce que voilà, du coup, il y a les deux. Voilà, hommes et femmes. Des conseils. Alors là, c'est le moment cours magistral. Attention, je tape sur le bureau. On m'écoute bien. En fait, j'ai pas de conseils à proprement parler, sinon celui de s'écouter. C'est des périodes qui sont, pour celles qui rencontrent des difficultés, hein, celles qui ont des symptômes et qui le vivent pas très bien, c'est le moment de, voilà, vraiment prendre soin de soi, être à l'écoute de ce qu'on traverse, hein, et ne pas hésiter à en parler. Des fois, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir un œil extérieur, peu importe quoi, hein, peu importe qui. Des fois, le médecin généraliste est de bons conseils parce que c'est quelqu'un en qui on a confiance et qui a des ressources. Et puis, des fois, on a besoin d'aller voir des thérapeutes, des praticiens qui ont des approches qui sont différentes. Ça peut être toi, en naturopathie, ça peut être moi pour la partie sexualité ou couple, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de l'hypnothérapie, ça peut être plein de choses. La pratique sportive aussi, par exemple, peut être un bon moyen à ce moment-là, le yoga, le théâtre d'impro. Le théâtre d'impro, voilà, c'est des moments, en fait, je crois que c'est des moments où prendre soin de soi, c'est aussi écouter ce qu'on a au fond du cœur, au fond des tripes, ce qu'on ne s'est pas autorisé jusque-là, et tenter. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, et ben c'est pas grave, il faut chercher ailleurs, ou il faut essayer d'autres choses. C'est des moments qui, je pense, sont des opportunités. On peut le voir comme ça. Mais alors, comment on fait pratico-pratique pour s'écouter quand ça fait 30 ans, 25 ans qu'on est à fond, comme tu dis, qu'on a fait plein de choses, qu'on s'est occupé peut-être des enfants, etc., le boulot, et que là, on se retrouve un peu face à soi-même et on se dit, en fait, il faut que je m'écoute. Mais comment je fais ? C'est foutu. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Se faire accompagner, c'est des fois la bonne idée. Parce que, oui, quand on a des automatismes, quand on a passé autant de temps à reporter son attention sur quelqu'un d'autre, que ce soit les enfants, que ce soit le ou la partenaire, et qu'on n'a pas écouté ce qu'on était, ce qu'on avait envie, que la petite voix intérieure ne s'est pas exprimée, forcément, ça prend du temps de rétro-pédaler. Oui, ça prend du temps, des fois, de se faire accompagner. C'est un bon moyen, peu importe qui. Là, il n'y a pas de recommandation, c'est là où le cœur vous amène, là où vous sentez que la relation peut être bénéfique, là où l'énergie et l'intention est la bonne, il faut y aller, il faut l'essayer, et puis voilà. Et puis il se passe ce qui se passe. À tout moment, on peut changer d'endroit aussi. On n'est pas pieds et poings liés avec un thérapeute ou avec un praticien. On est dans un pays libre, profitons-en. Bon, alors j'avais dit que c'était terminé, mais j'ai quand même une dernière question, Sophie, avant qu'on se quitte, qui peut intéresser les personnes qui nous écoutent. On a parlé beaucoup de personnes qui sont en couple et qui peuvent avoir des remises en question à cet âge-là, mais on a aussi des personnes qui sont pas en couple, qui sont célibataires. Et parfois, ça peut être un âge où c'est un peu plus compliqué, quoique je pense que c'est toujours compliqué de rencontrer quelqu'un à notre époque. Est-ce que, à ces âges-là, comment, en fait, on va dire, créer la rencontre ? Est-ce que, forcément, il faut passer par des applications ou est-ce qu'on peut faire d'autres choses ? Qu'est-ce que toi, tu conseillerais ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui, effectivement, sont célibataires, qui ont 50, 60, 70, au-delà. Alors, pour des raisons diverses et variées, ça peut être des séparations ou des gens qui sont restés seuls depuis toujours, par choix. Et certains, c'est pas par choix. Il y a des gens qui ont vraiment envie de faire des rencontres, mais qui savent pas du tout comment s'y prendre, et qui arrivent en me disant « Oh là là, je suis inscrit sur tel site et tel site et tel site, j'ai rencontré telle personne. » À chaque fois, 90% du temps, ça se passe pas bien du tout.
Soit c'est des personnes qui veulent beaucoup prendre alors pas les gens qui viennent me voir, hein, mais les personnes qu'elles rencontrent. C'est des gens qui veulent prendre du plaisir de façon très rapide et il n'y a pas de suite à donner. C'est on se voit, on fait notre petite affaire. Souvent les personnes ont des grandes exigences. Il faut qu'il y ait orgasme, il faut qu'il y ait telle position, il faut être performant. C'est assez régulier. Et du coup, c'est des gens qui se retrouvent complètement démolis, qui arrivent en se disant j'ai pas été à la hauteur, je me sens pas bien du tout. Enfin voilà, ça casse tout quoi, en termes de confiance, d'estime de soi. Donc les applis de rencontre, je trouve ça super parce qu'on peut le faire de la maison, c'est très confortable. Et puis pour le coup, on voit à peu près à qui on a affaire avant même la rencontre. Après, on sait très bien que les fausses photos et Photoshop et les modifications, on sait très bien que ça existe. Et souvent, quand on y va le premier jour, on se dit « Ouh là 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 là, ça c'est une photo d'il y a 15 ans. C'est pas du tout la même personne. » Puis en plus, elle s'est mise en description avec quelque chose qui a rien à voir. Ultra dynamique, beau gosse, voilà, hyper slim. Ouais, en fait, bidou au ventre, se traîne, mauvais esprit. Enfin, je caricature volontairement, mais je pense que les gens qui vont écouter vont peut-être se reconnaître dans les rencontres qu'ils ont pu avoir et les désillusions qu'il y a pu y avoir à la première rencontre. Donc c'est vrai que c'est des gens qui débarquent dans mon cabinet, qui sont pas bien, qui le vivent pas bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de psychothérapeutes, de psychologues qui rencontrent le même type de profil de personnes qui sont célibataires et qui espèrent, qui attendent, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, et qui se trouvent un peu démunis. Et c'est vrai que mon approche thérapeutique aujourd'hui m'amène à repenser un peu cette idée-là et à me dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Du coup, je suis en cours de création d'un accompagnement à la rencontre amoureuse qui permettra de créer des temps à la fois individuels où là, on peut aborder frontalement les attentes, les besoins, ce qu'on est, être au clair avec ce qu'on est vraiment dans l'instant présent et ce qu'on espère, ce qu'on aimerait attirer à soi. Et puis des temps collectifs, parce que moi je trouve que le collectif et voilà, les ateliers qu'on a pu mener ensemble, c'est vraiment des moments qui sont bénéfiques et qui font presque plus travailler que les temps individuels, parce qu'on se confronte vraiment à l'autre. Ça vient vraiment nous chercher sur des questions qu'on n'imaginait pas, sur des points de fragilité parfois qu'on ne soupçonnait pas. Et le couple a cette force-là. Et je pense que dans le cadre d'un accompagnement à la rencontre amoureuse, le fait de se confronter aux visions des autres, aux attentes des autres, ça peut être intéressant pour savoir un peu mieux où on se trouve, soi, dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Alors c'est pas du tout cet accompagnement, c'est pas vu comme une agence matrimoniale, c'est pas fait pour que les gens se rencontrent entre eux et créent quelque chose entre eux. C'est plus pour se consolider soi, être en soi, se connaître, avoir des clés et ensuite aller vers la rencontre, avoir le goût de la rencontre et savoir surtout comment faire pour aller à la rencontre de quelqu'un sans passer forcément par les sites de rencontres qui peuvent être source de désillusion. Super, en tout cas c'est un très bon accompagnement, je pense, qui va être intéressant pour beaucoup de monde en fait qui sont dans ces situations-là. Donc ça peut être bien justement de passer un peu du virtuel au réel et d'être aidé par un thérapeute pour y voir plus clair. Moi je trouve ça très chouette. Ouais, et puis le virtuel, on est tout le temps dans le virtuel. Enfin voilà, les personnes qui ont 50, 60, 70, 80, 90 ans, tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. Tout le monde est sur les réseaux, tout le monde est ultra connecté. Enfin, il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Mais la plupart des gens sont ultra connectés. Donc il est temps qu'on retrouve ce qui fait l'essence même de l'être humain, c'est-à-dire la chair, le sang, le corps, le regard. Et il passe énormément de choses quand on est face à face. Comme là, Sophie, il se passe plein de choses. Oh là là, tellement de choses. Vous imaginez pas, vous ne voyez pas, mais il se passe beaucoup de choses. On va peut-être bientôt filmer les podcasts, j'y pense. Vous verriez les regards qu'on se lance et les sourires en coin. C'est merveilleux. Alors Sophie, comment on fait pour te retrouver justement pour réserver un accompagnement? Dis-nous tout. Alors pour réserver un accompagnement, il faut venir me voir directement, il faut me parler, il faut venir me voir au cabinet. Je suis à Carcassonne, je suis au boulevard du Commandant Roumens. Bon, bien sûr, je suis sur les réseaux, parce que oui, effectivement, tout le monde est connecté là-dessus. Donc, je suis sur les réseaux, Instagram et Facebook. Et j'ai un site internet aussi, en tapant Sophie Thérapie. Et vous me trouverez, je suis là, je vous attends.
Eh bien parfait, merci beaucoup Sophie pour cet épisode très intéressant sur la ménopause, les rencontres amoureuses, etc. On aura peut-être d'autres épisodes à faire bientôt, on ne sait pas, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à aller écouter les épisodes de la mini-série Sexo de l'été où Sophie vous a donné plein de recommandations lecture et il y a eu aussi 2 audios érotiques. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion cet été, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Et les audios érotiques sont pour tous les âges, je tiens à le préciser. Merci Sophie, à bientôt. À bientôt, merci. C'était À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.